Donc, merci à tous hein, d'être présents, de vous êtes connectés. Donc, vous vous intéressez à ce sujet. Donc, c'est un événement qui se déroule sur 3 journées, 5 demi-journées avec différentes thématiques. Alors, le grand sujet, hein, on a baptisé ça Génération Éco-Valeurs. Pourquoi Génération Éco-Valeurs? Alors, la problématique éco-valeur, bah, tout d'abord, on sait que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Hein, voilà. Je pense que sauf à être enfermé au loin, fin fond de l'Auvergne, ou je ne sais où, l'actualité nous rappelle régulièrement un peu les premiers effets des dérèglements climatiques et puis tous les enjeux que l'on peut entendre. Donc c'est un vrai sujet d'actualité. Et pourquoi génération? Parce que du coup, la notion, c'est de se dire, attention, ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser à nos générations futures. Il faut, hein, la génération, c'est bien, elle n'est pas liée à l'âge, mais bien à la mentalité et au principe qu'on en fait partie, ou on veut en faire partie, ou si on n'en veut pas, d'une façon ou d'une autre, on devra subir les conséquences. Et puis, pourquoi la FAV s'intéresse à ces problématiques? Parce que là aussi, on aborde souvent, on présente souvent la FAV comme l'association pour l'analyse de la valeur. La notion valeur, le terme valeur est souvent interprété comme une approche économique, pure économique. Et là aussi, ce sera l'occasion de rappeler que la notion de valeur, elle intègre toutes les composantes et tout ce qui est consommation, quel que soit le type de ressources, que ce soit foncier, la biodiversité, les ressources rares, les ressources humaines. Donc, tous ces éléments, toutes ces composantes font partie intégrante de la démarche d'analyse de la valeur. Et bien évidemment, une grosse préoccupation, c'est voilà, notre planète a des ressources limitées. Comment on peut aussi continuer ou offrir un avenir désirable, durable à nos générations futures justement en se préoccupant de toutes ces ressources. Voilà, donc merci à tous d'être connectés. Merci à tous ceux qui se sont investis hein, dans la préparation et l'organisation de ces 3 demi-journées, de ces 5 demi-journées, pardon, sur 3 jours. J'espère que voilà, vous trouverez tous votre compte par rapport aux différents sujets. C'est assez ouvert, hein, une palette de retours, d'expériences, de témoignages assez riches. Et donc, je remercie déjà à l'avance toutes les contributions. Et on va balayer voilà, différentes thématiques, que ça soit sur les territoires, la mobilité, les ressources, les entreprises. Et on prendra un peu de recul le dernier jour, dernière demi-journée, pour aussi se dire comment concrètement des démarches, des outils, des techniques peuvent être mises en œuvre pour accompagner justement les initiatives de chacun, pour aussi être plus efficient. Le terme efficience a aussi un sens. Hein, c'est comment produire un maximum d'effets avec un minimum de ressources. Et donc, voilà, tout ce débat, j'espère que ce sera un fil conducteur que l'on aura tout au long de ces échanges. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, je vais laisser la parole puisqu'on a pas mal de témoignages. Je laisse tout de suite la parole à Jamil Chafai, donc ancien secrétaire général qui représente la mémoire de la FAV, qui va nous faire un petit retour sur les 45 ans. Là, c'est aussi un grand événement pour nous. Donc, 45 ans d'existence. Et voilà, c'est aussi une façon de partager ce que l'on a pu, en tout cas ce que la FAV a construit tout au long de ces 45 ans. Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Et c'est tombé sur moi, donc, les 45 ans de la FAV, puisque j'ai été secrétaire général sous 2 présidents, Olaf Dehémer et Alain Beltrando. Et puis, je connais la FAV, non pas depuis 45 ans, mais depuis plus de 30 ans. La commande, c'était vous parler de la FAV et de sa vie de ces 45 ans en une demi-heure. Je vais essayer de tenir et d'essayer de ne pas vous ennuyer, de ne pas vous lasser. Donc, c'est un challenge à propos d'un anniversaire. J'essaie de prendre possession de la télécommande. C'est ici. Très bien. Alors, je vais commencer par utiliser une projection un peu systémique de l'environnement de la FAV. Au milieu, en vert, j'ai mis les missions, les activités, la stratégie de la FAV. C'est ça l'objet de notre étude, nos préoccupations. Et tout autour, j'ai mis un petit peu ces interacteurs
Le côté méthodo, sur quoi ça repose cette idée d'AFA? Ben, évidemment, sur l'idée de départ de Larry Miles et tous les développements méthodologiques qu'il y a derrière. Autour de cette idée, il y a des hommes qui sont bénévolement mobilisés. Il y a une culture française européenne qui est venue là-dessus, des pouvoirs publics, des entreprises, des projets, des organismes. Donc, sur l'ensemble de ces interacteurs, je ne vais pas les passer en revue tous, mais j'en ai sélectionné quelques-uns sur lesquels on va se pencher, on va examiner de quoi il s'agit. Alors, j'ai mis la pression environnementale, je ne vais pas m'étaler dessus puisque tout le monde va en parler, elle reste là en fond, comme il y a également le contexte économique et politique qui est en fond de nos réflexions, de nos actions. L'idée de Larry Miles, c'est une idée extrêmement simple, je dirais même simpliste, mais comme tous les éléments de bon sens, c'est infiniment précieux. Larry Miles avait un leitmotiv, c'était de se poser la question à propos d'un produit, puisqu'il a commencé sur le produit, mais de tout objet d'étude, à quoi ça sert? What does it do? Et what does it cost? Larry Miles était ingénieur chez General Electric, c'était un homme très innovant qui a déposé pas mal de brevets et qui s'est retrouvé à la tête des achats. À la tête des achats de la General Electric, évidemment, on lui a demandé de faire la pression sur les coûts et il s'est très vite aperçu que pour faire la pression sur les coûts, il fallait qu'il se rapproche des spécifications, parce que ce sont les spécifications et surtout les surspécifications qui génèrent le maximum de coûts, donc le maximum de bénéfices potentiels. Donc, what does it do? Revenons au noyau. Qu'est-ce que fait ce produit? Qu'est-ce que fait cette pièce? Qu'est-ce que fait cet objet? Et combien ça coûte sur une vision cycle global déjà à l'époque? Là, le MAS était très innovant. Alors, on a derrière cette vision, qu'est-ce que ça coûte et combien ça coûte et qu'est-ce que ça fait? On a matérialiser ça dans la formule V égale F sur C, c'est-à-dire la valeur est égale aux fonctions sur les coûts, qui est une formule similée mathématique. On triche un peu parce que la valeur, elle est propre à chacune des parties prenantes, donc ce n'est pas un objet unique. Et les coûts, il faudrait qu'on rajoute aussi les impacts, les nuisances, tous les aspects négatifs, et peut-être que du côté des fonctions, on rajoute les opportunités. Mais disons que c'est une vision pédagogique. Mais vous voyez bien que déjà à l'époque, on ne s'intéressait pas à la réduction de coûts, parce que réduction de coûts, c'est simplement diminuer le dénominateur, et effectivement, on va augmenter le résultat, mais on s'intéressait aussi aux fonctionnalités, aux services rendus, parce qu'en augmentant le numérateur, eh bien, on maximisait le résultat. Appliqué à l'origine, c'était des produits industriels, mécaniques surtout, mais pas seulement, en optimisation de solutions existantes. Larry Miles s'intéressait à quelque chose qui existait. Évidemment, il recherchait de nouvelles solutions, mais il partait d'un existant. C'était un petit peu la démarche Princeps. Aujourd'hui, on a appliqué ça aux produits, aux services, aux organisations, aux systèmes d'information, à tout ce qui bouge, tout ce qui ne bouge pas, matériel et immatériel. Je résumerai notre vision aujourd'hui par rapport à l'idée de Larry Miles qui reste la base, créer de la valeur responsable pour l'ensemble des parties prenantes dans un juste équilibre. Les parties prenantes dans un projet, elles ne pèsent pas toutes le même poids, donc on va typifier un projet plutôt maintenance, plutôt utilisateur, plutôt suivant le contexte d'origine. Alors, un des interacteurs, évidemment, ce sont les entreprises avec leurs besoins, parce que sans entreprise et sans besoin, quand je dis entreprise, ça peut être aujourd'hui des administrations, des collectivités territoriales, tout client, finalement, d'une opération valeur. Alors, elles se doivent de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte qui évolue en permanence de façon de plus en plus rapide et qui les presse à se débarrasser, à faire évoluer leurs anciens produits, à répondre à de nouvelles demandes. Pour cela, elles lancent des nouveaux projets de toutes sortes. Et ces projets, elle doit impérativement les réussir aujourd'hui parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre, plus de marge de manœuvre économique. On risque à tous les coups de mettre la clé sous la porte. Donc, ces projets doivent être réussis et le changement culturel qui va avec les évolutions importantes, les évolutions de rupture de produits et de services, bien, il faut les réussir aussi. Donc, c'est un ensemble qui est déjà un peu plus complexe que juste le produit. Leur objectif, ce n'est pas un objectif de se saisir de l'innovation, de mettre en œuvre le développement durable, ce n'est pas toutes ces nobles formulations, la responsabilité sociétale, pas du tout. Le souci des entreprises, c'est de reconstituer leur marge parce que généralement, elles se cassent la figure. C'est ça le moteur de toutes nos entreprises dans leurs projets. Et il s'agit de rémunérer les actionnaires, mais pas seulement, de rémunérer aussi le personnel, d'investir et parfois, dans un certain nombre de cas, de survivre, tout simplement. Donc, on est dans une contrainte économique importante. Elles ont donc besoin que leur personnel mette en œuvre les meilleures méthodes
Et c'est là qu'on intervient, qu'interviennent les méthodes d'analyse de la valeur. Ce sont les méthodes les plus efficientes pour mener à bien leur projet. Donc, elles ont des besoins de formation pour leur personnel, elles ont des besoins d'information sur les méthodes, elles ont des besoins de consultants, d'accompagnement pour leur projet. On voit le rôle que peut avoir l'analyse de la valeur. Tiens, ça coïncide, ça y est. Alors, cette culture était très américaine au départ. Exemple, deux membres fondateurs de la FAV. La FAV a été fondée par Claude Juinot, qui est assez fatigué en ce moment, mais qui nous suit peut-être et qui pense à nous en tout cas. Claude Juinot, qui a créé ça avec trois compères. Donc, ici, vous avez. J'ai un problème avec cette. Voilà. Donc, Claude Juinot, il avait été formé en analyse de la valeur aux États-Unis. C'est une personne qui parle très couramment l'anglais et qui s'est affilié à SAVE, l'association américaine, Society of American Value Engineers. Et donc, il a toujours été membre, jusqu'à aujourd'hui, membre de la SAVE, même quand il était président de la FAV et après avoir quitté la FAV. Il a introduit en France le design to cost avec Patrice Piketty, qui était son compère au sein de CETEJ. Donc, on voit une origine industriellement, une origine de consultant branché sur les États-Unis. Le deuxième contributeur donc, à la création de la FAV, c'est Gilbert Barbet, qui était d'un cabinet qui travaillait au sein d'un cabinet qui s'appelait KB White. Donc, vous voyez déjà un nom américain qui a inventé la méthode APT, le cabinet APT, qu'il a créé en France, et qui a été un très grand vulgarisateur de la méthode de l'analyse de la valeur, notamment dans les établissements techniques, dans les BTS, les établissements techniques de toutes sortes. À côté d'eux, il y avait Pierre Morisseau, qui est là, qui se trouve aujourd'hui avec nous, qui a été le premier trésorier de la FAV et qui se trouve encore aujourd'hui être le dernier trésorier de la FAV, puisqu'il est en train de passer le relais à un nouveau trésorier. Donc, une grande continuité dans cette FAV. Il n'a pas été toujours. Il y a eu des interruptions du son et de l'image, bien entendu. Donc, Pierre Morisseau et Juinot aussi. Donc, ces quatre personnes-là avaient une culture assez américaine de l'analyse de la valeur, très en lien avec l'AMS. Et cette acclimatation qui a eu lieu, elle s'est faite très progressivement. Il y a eu le développement d'un nouveau formalisme pour les exigences, par exemple. On s'est décalé de la vision américaine de SMART, des exigences SMART, pour présenter les exigences Crediflex. Je ne ferai pas un cours là-dessus, mais voilà, ça existe, qui a été développé par une équipe à France Télécom de Gilbert Brun, qui était un des premiers présidents de la FAV. Donc, une intégration plus forte de la systémique. On s'est vraiment intégré à fond. On l'a déployé sur l'immatériel. On s'est écarté un peu des produits, sans oublier les produits, parce qu'évidemment, c'est une méthode qui s'applique bien aux produits. Les services, l'organisation, puis on a participé, la FAV a participé au co-développement au niveau français et européen d'un référentiel, d'un appareil normatif, ce qui nous différencie des Américains qui ont un manuel, un book de référence, mais qui n'ont aucune norme en réalité dans ce domaine. En 2006, le président de SAVE, qui assistait à un congrès en Europe à Brighton, a déclaré en séance nous allons aller tous ensemble vers une normalisation mondiale, une ISO, et pour cela, je suis obligé de reconnaître, il n'y a qu'une seule base, c'est la norme européenne que vous avez mise sur pied. Donc, ça se bâtissait comme ça. Ça n'a jamais bougé. Alors, derrière ces méthodes, ces entreprises, bien évidemment, il y a des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces hommes et des femmes? Je mets des femmes, il n'y en a que quelques-unes, c'est quand même une association d'hommes. Les femmes apparaissent petit à petit. Marion Berlioz a été présidente de la FAV, Brigitte Ferry a longtemps œuvré au sein de la FAV et est toujours parmi nous. Donc, il y en a, mais elles ne sont pas en très grand nombre. Alors, ces hommes et ces femmes, qui sont-ils? Je ne peux pas les citer tous. J'ai mis ici la liste des présidents, avec un pointage sur Claude Juinot, qui est quand même la cheville ouvrière de l'ensemble de la création, et puis tous ces présidents qui sont succédés jusqu'à Philippe Ramis, qui est là parmi nous. Et derrière, j'ai mis un petit extrait de quelques-uns des secrétaires généraux, trésoriers, chevilles ouvrières, bénévoles, permanents. La FAV a vécu différentes étapes dans sa
dans sa progression où il y a eu des moments où elle avait du personnel. On a été jusqu'à avoir 3 salariés et actuellement, nous n'avons aucun salarié. Ça a été des périodes comme ça en dents de scie, suivant les contextes économiques du moment. Mais en tout cas, toutes ces personnes-là ont travaillé, puisqu'il n'y a aucun salarié qui soit dans cette liste, ont travaillé bénévolement. Alors, bénévolement, c'est une petite surprise. Comment se fait-il que des gens consacrent autant d'heures, autant de temps à une activité qui est un peu pour le bien public, qui ne leur apporte pas forcément de business tout de suite? C'est une curiosité. Quelle est la motorisation? On s'est interrogé tout à l'heure avec Olivier Pain, on s'est interrogé sur la motivation de ces gens-là. Personnellement, je pense que la principale motivation, c'est le rejet du gaspillage, le souci de l'efficience, voir que nos belles entreprises, elles ne font pas les choses exactement comme il faut et qu'on pourrait faire avec le même argent beaucoup plus ou autant avec beaucoup moins d'argent. Ça, c'est quelque chose qui nous dérange tous un peu, c'est notre motorisation. Bien sûr, il y a des retombées business qui sont indirectes pour tous les consultants, mais ce n'est pas vraiment la motorisation de base. Alors là, dans les bénévoles qui ont œuvré aux côtés de nos présidents, là, on voit des gens comme Claude Petit-Demange, on voit des gens comme Pierre Moïse, dont j'ai déjà parlé, on voit des gens comme Chevalier, des gens qui étaient au CNES, qui étaient à la SNECMA, qui ont été dans des très grandes entreprises françaises comme France Télécom, qui est l'Orange d'aujourd'hui. Et ces gens-là, Guy Planchette, par exemple, était à l'Institut du management du risque et était quelqu'un qui était extérieur à la FAN, mais qui a travaillé aussi avec nous, qui a contribué aussi avec nous. Donc, une grande ouverture aux méthodes connexes, on va y revenir, et tous ont œuvré à créer des revues, à animer des projets, à animer des opérations, à organiser des formations, à organiser des systèmes de certification, donc une action collective de fond. Alors, dans les interacteurs, j'ai mis les autres méthodes de management qui peuvent nous concerner. Nous nous intéressons au projet et à ce qui change dans l'entreprise, donc c'est forcément des projets. Donc, les méthodes de management de projet, elles nous concernent au premier chef. L'analyse de la valeur est une méthode de management de projet, mais ça ne gère pas la totalité des aspects d'un projet, ça en gère certains aspects qui sont reliés à la création de valeur. Tout reste à faire, toute la cuisine. Donc, derrière les projets que nous accompagnons en analyse de la valeur, il y a forcément des aspirations qualité totale avec le FQM, la qualité totale, l'AFSIC, le réseau national pour la promotion de la qualité, tous ces organismes-là avec lesquels on a travaillé longtemps. Le management de projet avec la FITEP, aujourd'hui la SMAP, la FITEP, nous avons partagé presque des locaux, nous étions sur le même palier, donc nous avons partagé des congrès, nous avons fait des congrès communs avec la FITEP, avec la FIS, donc ce sont des sociétés, des associations qu'on connaît bien, bien qu'elle n'ait pas exactement le même profil que la FA. L'ingénierie système, l'ingénierie des exigences, la FIS qui sera présente et représentée au dernier jour ici dans cette manifestation, la maîtrise des risques, l'AMDEC, maîtrise de la qualité, le Lean Sigma, tout ce qui est dynamique de groupe, design thinking, tout ce qui est méthode de créativité, prospective. Prospective, je salue André-Yves Portneuf qui nous a quittés il y a quelques mois et qui a été un grand compagnon de travail, de promotion, y compris auprès du gouvernement, auprès des ministères des méthodes valeurs, dont il était un tenant, et qui a utilisé beaucoup l'analyse fonctionnelle pour ses démarches prospectivistes. Prospective, c'est construire, essayer de construire un avenir plutôt que de le subir, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Autre interacteur, les universités, tout ce qui est formation plutôt primo-apprenant au début, mais qui s'est élargi puisque progressivement les universités se sont intéressées à la formation continue et toutes les universités font aujourd'hui de la formation continue. L'analyse de valeur, ces méthodes, ces outils, est enseignée dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, beaucoup d'écoles de management, les plus grandes, Centrale, Supélec, les Subdepôles, et vraiment, je ne citerai pas toutes les écoles de management, mais pas toutes. Pas toutes. Et comment ça se fait-il aujourd'hui, après je ne sais combien de décennies d'existence de l'analyse de la valeur, nous n'ayons pas réussi à implanter ça. Ça, c'est une difficulté. C'est la marge de progrès que nous avons, nous, à la FAV aujourd'hui. C'est aussi enseigné à un échelon plus bas au niveau des BTS, quelques lycées techniques, et même dans certains collèges. Je me souviens de l'anecdote d'Olaf de Humer, qui doit nous écouter, salut Olaf,
son fils, qui avait 11 ou 12 ans, qui était donc collégien fraîchement arrivé, qui lui dit un jour, papa, aujourd'hui, en techno, on a fait un truc où on se posait la question pour un produit de à quoi ça sert, et puis on se demandait combien ça coûte, mais c'est pas ton boulot, ça, papa? Et Olaf a découvert que son fils faisait de l'analyse de la valeur au sein de son collège, quelque part, au fin fond de la France. Il y a donc de l'espoir. Je rappelle que Brigitte Ferry, dont j'ai parlé tout à l'heure, a participé dans un groupe de travail ministériel, a participé à l'analyse fonctionnelle des programmes des lycées techniques. L'ensemble des programmes des lycées techniques a été construit en utilisant l'analyse fonctionnelle. Alors ces enseignants, évidemment, nous avons besoin des enseignants, nous, AFA, mais ces enseignants, ils ont besoin aussi de nous. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'informations sur les méthodes, les outils. Ils ont besoin de formation pratique, puisque étant enseignants, ils ont souvent peu de pratiques de terrain. Et ils ont besoin de certification, de reconnaissance, d'habilitation pour démontrer leur connaissance. Ils ont besoin aussi, et peut-être surtout, d'études de cas réels sur lesquelles ils puissent s'appuyer avec des vrais chiffres, avec des vraies données, même en maquillant un petit peu les choses pour la confidentialité, pour pouvoir former les jeunes à des cas réels. Et de plus en plus, puisqu'on est arrivé à la formation par projet, ils ont besoin de vrais projets, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de partenariats avec des entreprises. Et en cela, la FAF peut leur être utile, leur apporter des liens avec des entreprises qui puissent leur confier des vrais projets pour avoir des équipes d'étudiants qui accompagnent une équipe projet au sein d'une entreprise qui n'a peut-être pas les moyens de se payer un consultant, encore que ça ne soit pas si cher que ça, un consultant, quand on regarde les résultats. Alors, leur problématique, pour qu'ils puissent construire avec des vrais enjeux, c'est-à-dire avec des gens de terrain qui ont la baïonnette dans le dos, qui se préoccupent de maîtriser les coûts et pour qui ça a des conséquences sur leur vie professionnelle, sur leur avenir. Ce n'est pas un travail théorique de découverte d'un outil. C'est effectivement le seul moyen d'apprendre aujourd'hui la formation par projet. Autre interacteur, les pouvoirs publics, les autorités régulatrices. Alors là, avec les pouvoirs publics, nous avons eu une histoire de relations qui sont très chaotiques, avec quand même une tendance au désengagement. Alors, très chaotique, c'est quoi? Je regarde l'heure, là. 5 minutes. Oui, 24, oui. Les services de l'État reconnaissent notre rôle, mais ne... Oui, il va falloir que je coupe beaucoup. Reconnaissent notre rôle et elles nous ont chargé, par exemple, de piloter une opération Convert qui était la reconversion des industries militaires, de produits militaires, dans le civil. Convert pour convertir, se convertir, etc. Donc, nous avons fait ces opérations pour le compte de l'État, pour le compte du ministère des Finances, mais ces associations, des plus petites aux plus grandes, ont des problèmes économiques, des problèmes de budget de fonctionnement, et l'État a toujours refusé, ne serait-ce que de nous fournir des locaux, par exemple, ou de nous fournir un secrétariat, y compris interassociatif. Donc il y a des incohérences dans la conduite de l'État vis-à-vis des associations, des sociétés savantes. Et du côté des entreprises, on assiste aussi à une évolution en dents de scie, mais avec une pente descendante. Les entreprises ont de moins en moins tendance à prendre des abonnements, prendre des adhésions, à envoyer leurs cadres travailler à des commissions de certification, des commissions de normalisation, donc à dégager du personnel pour venir travailler avec nous. Et ça nous est très dommageable parce qu'on a absolument besoin de ce lien-là. Donc si vous tous qui nous écoutez avez la possibilité d'agir auprès de vos décisionnaires pour qu'ils vous dégagent un peu de temps pour venir nous accompagner, nous avons besoin de bras et surtout nous avons besoin de cerveau. Les organismes normatifs, je vais passer rapidement, juste pour vous dire que du côté des normes, il y a un appareil normatif qui compte plus d'une dizaine de normes importantes. Et il y en a une, l'analyse fonctionnelle, qui vient de passer la dernière étape de l'enquête publique au niveau européen et qui est validée, qui va sortir dans les semaines qui viennent. Et cette norme est basée sur une norme française avec toutes ces évolutions. Donc aujourd'hui, nous avons une norme française qui, à 70-80%, constitue l'essentiel de la norme européenne. C'est important de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait derrière pour satisfaire ces besoins-là des entreprises, des universités, des pouvoirs publics aussi? Bien, on publie des revues
des publications, ainsi des webinaires, des study groups. Cédric Berger, qui est là, a lancé des study groups, notamment à propos de l'analyse fonctionnelle, qui ont très bien marché, qui n'avaient pas énormément de participants, mais des participants extrêmement actifs. C'était très intéressant. Réseaux sociaux, on a plus de 500 personnes, 500 abonnés sur LinkedIn, des événements, des partenariats, etc. Un référentiel de formation V4E sur lequel je reviendrai. V4E, c'est Value for Europe. Et la certification, avec le développement d'une organisation indépendante de la FAV pour gérer les certifications. Normalisation, j'en ai parlé. Des développements méthodologiques, des soutiens de projets, comme par exemple un thésard qui travaille dans une association triangulaire entre Airbus, d'un côté, qui a un besoin, un cabinet de conseil qui s'appelait ECP, qui s'appelle Assystem aujourd'hui, et puis la FAV, pour construire une démarche, pour mettre en place l'utilisation de l'analyse fonctionnelle dans la conduite de certains de ces projets-là, de ces études-là. Alors, quelques ouvrages à titre d'exemple des productions qui sont de la FAV ou de proches de la FAV. Vous voyez ici, grande activité de la FAV Lorraine. L'ouvrage qui est Management par la valeur visionnaire agile n'est pas sorti, il est sous presse actuellement, il sortira fin novembre. Fin novembre, vous pourrez le trouver à la FNAC. Manifestation, maquette à l'échelle 1/10 de l'AGV. Ça se passait au tapis rouge. Et vous avez au centre, vous avez le vice-président d'Alstom Transport de l'époque. À droite, c'est Alain Beltrando, le président de la FAV de l'époque. Et à gauche, c'est Claude Pujol, l'ancien cadre de la SNCF qui est passé chez Alstom. Donc, Value for Europe, je vais vous laisser lire le texte parce que je suis pris par le temps. Alors, une vision un peu plus chronologique pour se rapprocher de la fin. Les années 80, développement de la méthodologie, consolidation, européanisation, francisation, développement de démarches particulières, le CDCF, création du comité TC 279. Dans les années 90, plus la création et développement de l'EGB, publication du Value Management Handbook, qui est disponible, qui est un ouvrage intéressant, même si maintenant il date un peu. Le passage du produit au service, l'appareil normatif qui a été développé. Les années 2000, on est passé de l'analyse de la valeur au management par la valeur, donc avoir une vision plus entreprise, plus harmonisation des décisions sur l'ensemble du portefeuille de projet d'une entreprise notamment, et utilisation d'autres outils que l'analyse de la valeur d'ailleurs au service d'une vision management par la valeur globale. Le référentiel V4E, les formations et certifications qui sont en particulier développées en ce moment par Damien Marx et une équipe au sein de la FAV. Et les années 20, on a une prise en compte progressive de plus importante de la pression environnementale dont on parlait, l'intégration de ces éléments dans tous les projets de façon de plus en plus obligatoire. Alors, quelques anecdotes. Je les ai écrites, donc ça va être un peu dommage, mais vous pourrez les lire, parce que je n'ai pas été à la hauteur de la situation, j'ai dépassé le temps. Je vais juste raconter celle-là, c'est au ministère des Finances. Je vous ai dit que l'État nous reconnaissait à certains moments. Le ministère des Finances nous a prêté gratuitement l'amphithéâtre Mendès France, 350 places, magnifique, somptueux, avec 2 mètres de large par congressiste, les micros intégrés, 2 caméramans sur chariot, la cabine de traduction instantanée, la totale pendant 3 jours. C'était magnifique. Et nous, de notre côté, on avait un congrès commun avec la FITEF et la FIS, on avait un sujet qui était l'intégration des hommes, des produits, des services, des méthodes. À propos d'intégration des hommes, on avait choisi de prendre pour l'alimentation de tous ces congressistes une entreprise de service qui s'appelle la Table de Canard, qui a une particularité, qui est une entreprise d'insertion et qui travaille avec des anciens prisonniers, des anciens dollars. Et donc, on avait une équipe d'anciens prisonniers qui se trouvaient au ministère des Finances, où il fallait qu'on organise leur accès avec les véhicules, avec tout ça. Et je me souviens de discussions avec la directrice de la communication de Bercy. Ça a été un petit peu touchy. Finalement, ça s'est fait. Ça s'est fait de façon extraordinaire. Les gens ont été excellents. La Table de Canard a été excellente. Ils ont eu d'ailleurs, derrière ce congrès, beaucoup de contrats, puisqu'il y avait beaucoup de décideurs, de chefs de projet, de directeurs de programme qui étaient présents et qui ont apprécié le service. Un service un peu plus relax que d'habitude, mais avec des produits extrêmement Peut-être la déclaration de Claude Petit-Demange à Hubert Curien.
on ne fabrique plus de produits, des lanceurs, pensez à Ariane, hein, c'était son job, mais des services, des fonctions. Notre mission dans le nouvel environnement concurrentiel est de proposer un service pour transporter des satellites depuis ce hangar qui est là jusque dans l'espace, le point qui nous est désigné par le client. C'est ça notre job. C'est pas de fabriquer de la quincaillerie, c'est notre job, c'est de transporter la chose. On a vu que les Américains, avec SpaceX et avec l'idée d'un jetable, d'un réutilisable plutôt que le jetable d'Ariane, eh ben, ils ont mené cette réflexion un peu plus loin. Et c'était dans cette voie-là. Voilà, j'en arrive à la fin. Et je tiens à ce que vous gardiez dans la tête quand même cette vision systémique de ce bain dans lequel nous grenouillons, nous nageons, nous AFAV, et les services qu'on a à rendre entre ces diverses entités. Et je souhaiterais à la FAV longue vie, après ces 45 ans de bons et loyaux services. Et je terminerai avec un petit clin d'œil en vous laissant cette image qui nous montre un petit peu ce que nous avons sur notre établi, ce qui nous reste à régler comme petit problème. Je vous remercie.